BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur 01 TV, sur la chaîne YouTube sur 01tv.com, sur la chaîne 01 TV sur les box, et puis dorénavant sur BFM Business le dimanche matin en podcast audio, bien sûr, aussi toujours sur l'appli RMC. Voilà, pour que vous puissiez retrouver votre rendez-vous dédié à la tech très facilement. Je suis très heureux de vous retrouver avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, un spécial CES et télé. Vous le savez, chaque année, le CES qui normalement se déroule à Las Vegas, eh bien c'est on va dire un petit peu le terrain d'action et de récréation des constructeurs de télé qui présentent en fait leurs nouveautés. Alors quelles sont les grosses annonces télé de ce CES 2021 ? On en parlera avec Dimitri Charitsis de la rédaction de 01net. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et partager votre passion sur la tech. Merci d'être là, bienvenue. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT et je suis très heureux de retrouver Raphaël Grabli pour le club de la presse IT en ce vendredi. Salut Raph. Salut François. Ravi de te retrouver. Bah oui, on garde certaines habitudes. Hein. Exactement. Raphaël qui, vous le savez, était mon compagnon dans Vie numérique sur RMC. Et donc voilà, maintenant, on le retrouvera régulièrement dans De quoi je me mêle pour commenter l'actu tech, évidemment. Et on va commencer par Samsung. Alors là, c'est tout frais. Hein. Ce sont des news qui sont tombées il y a quelques heures. Samsung a annoncé ses nouveaux Galaxy S21. Oui, S21. Alors c'est un nom, c'est vrai déjà rien que le nom, c'est original. On aurait pu penser qu'ils allaient passer à 30, 40 comme l'a fait Huawei. Finalement, ils restent sur du 21. D'ailleurs, c'est pas bête parce que comme ils lancent début janvier, finalement, c'est comme FIFA. Hein, c'est les années finalement. Ça colle plutôt pas trop mal, je trouve. Donc 3 modèles. Dans la continuité, moi je trouve que c'est vraiment le smartphone de la continuité des 3 S20, S20 Plus, S20 Ultra de l'année dernière. Alors, on le rappelle, qui avait été lancé pour Samsung au pire moment, parce qu'ils avaient été lancés vers le mois de mars, c'est-à-dire pile au début du confinement. Alors, on le voit à l'image, sincèrement, avec un design largement repensé, qui, là, c'est mon avis, je trouve, est vraiment très réussi. Alors, si vous êtes avec nous qu'en audio, on va vous décrire ça, c'est-à-dire que en fait, le module photo, Raphaël, est non pas à l'arrière, au centre ou au-dessus, il est sur le côté. Il est dans le coin. Finalement, ça me rappelle un peu les iPhone 10, 10S avec comme ça le module photo. Alors évidemment, sur les versions Ultra, il y a plus de modules photo, donc c'est un peu moins esthétique, forcément, c'est plus difficile. Mais sur le S20, et puis c'est surtout une ligne beaucoup plus épurée, je trouve. Et sincèrement, le design des S20 n'était pas raté, hein, on va pas être sévère, mais celui-là, je le trouve particulièrement réussi. Donc avec 3 mobiles, alors qui vont jouer sur les mêmes forces que ceux de l'année dernière. Alors évidemment 5G, hein, maintenant il y a plus trop de débat. La force de Samsung, historiquement, c'est la photo. Alors, ils s'étaient un petit peu endormis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient été un peu rattrapés par Apple, qui s'était quand même bien refait depuis 2 ans sur la qualité photo. Alors, il y avait Huawei qui était excellent. Là, ils en profitent parce que Huawei, c'est très compliqué pour eux. Mais enfin, maintenant, en embuscade, pour les vrais fans de photo, il y a aussi Google, qui fait très simple. À l'inverse de Samsung, eux, c'est 1 ou 2 capteurs. Mais après, il y a pas toute de fonction waouh. Mais par contre, la qualité d'image est assez incroyable. Donc, Samsung garde aussi un positionnement que je trouve assez intéressant. C'est sur le zoom, en fait, finalement. Parce que le zoom, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs appareils photo en un, de jouer sur les différences de focale. Et ça, c'est... Et un zoom optique aussi. Et un zoom optique, avec aussi un zoom qui est fait... Enfin, c'est un espèce de mélange au niveau algorithmique, puisqu'il y a aussi la résolution de l'image qui est utilisée pour cropper l'image, etc. Donc c'est assez intéressant. Il nous tarde de l'avoir en main, évidemment, alors, pour pouvoir le tester. Ça, c'est assez superficiel. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur les specs, mais comme chaque année avec Samsung, on a le top du top. On a le top du top, sachant qu'en France, on aura le processeur Samsung, Exynos, et pas le Qualcomm. Oui. On aimerait bien avoir du Qualcomm en France parce qu'on sait que, et ça, la rédaction de 01net et Nicolas Lelouch le dit souvent, Qualcomm, c'est en général un peu mieux, notamment au niveau optimisation, au niveau autonomie, etc. Mais bon, sincèrement, il n'y aura pas de problème de puissance sur ce Samsung. L'autonomie, en général, Samsung, ils sont aussi plutôt bons. L'écran, j'ai envie de dire, Samsung qui se rate sur un écran, c'est quand même peu probable. C'est quand même le savoir-faire de Samsung, sachant donc que c'est leur savoir-faire, évidemment, de l'OLED. Donc ça va vraiment cocher toutes les cases. Après, la question, c'est est-ce que Samsung a toujours ce petit plus
pour aller chercher encore plus loin et pour vraiment aller chercher les utilisateurs, les clients qui aujourd'hui préfèrent payer un peu moins cher pour aller chez OnePlus, chez Xiaomi, avec des mobiles qui sont assez jolis aussi, qui au niveau spec sont quasiment les mêmes. Simplement, la différence, aujourd'hui, ça reste quand même principalement la photo. On sait que chez Xiaomi ou chez OnePlus, la photo, c'est bien, mais c'est pas le top du top. Et tout le monde est loin de Huawei, mais voilà, avec la situation de Huawei particulière. Donc, je pense que Samsung a vraiment un coup à jouer. Et j'ai l'impression un peu de me retrouver d'ailleurs, pour reparler de Huawei, avec aussi OnePlus qui a une stratégie un peu étonnante, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. On se retrouve un peu il y a 3-4 ans, on se retrouve avec une rivalité Apple-Samsung, je pense que, puisqu'il n'y a même plus LG, Sony, on n'en parle même plus. Et donc, on se retrouve paradoxalement, je trouve, avec une situation qu'on connaissait il y a 4 ans. Le combat historique. Le combat Samsung-Apple, voilà. En attendant que Xiaomi vienne continuer à batailler, Xiaomi qui s'est imposé sur le marché de l'entrée de gamme. Sur le haut de gamme, ils font évidemment des choses super, mais simplement en France, c'est pas encore pour ça qu'ils sont reconnus. Donc je pense que Samsung a un coup à jouer. Et il y a une autre question que pose cette gamme, et qui se posait d'ailleurs déjà l'année dernière, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de la gamme Note, qui est une gamme extrêmement chère à Samsung. Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que on pourra utiliser le stylet avec ce Galaxy S21. Alors, qui ne sera pas, et ça reste la force du Note, qu'on ne peut pas glisser sur le côté, sur la tranche du mobile. Donc un stylet à garder avec soi, on va le perdre. On va le perdre, c'est pas pratique. Certain. Mais après, la question de la gamme Note chez Samsung commence à se poser de façon assez récurrente. Il y a eu plusieurs rumeurs. Il y a des rumeurs, hein, comme quoi alors il y a deux hypothèses, soit ils en sortent plus, soit ils en sortent un dernier et ils arrêtent après. Mais c'est vrai que, en fait, c'est plutôt depuis qu'il y a la gamme Ultra, avec déjà une taille d'écran qui est de 6,8 pouces, il me semble. Donc finalement, au niveau taille d'écran, ça ne change pas grand-chose vis-à-vis du Note. Donc moi, la question que ça me pose, c'est vis-à-vis du Note. Et puis le timing de Samsung, début janvier, ils n'ont jamais fait aussitôt. Ouais, c'est vrai. Donc ils se gardent peut-être plus de temps aussi pour aller être précurseurs sur le marché et convaincre, pour éviter Parce que finalement, ce S21, c'est le concurrent direct de l'iPhone 12 qui est sorti il y a quelques semaines. C'est le concurrent direct. C'est ça. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de devoir refaire ce qu'ils ont fait en 2020, c'est-à-dire sortir un S20 FE. Oui. Moins cher, un super mobile en rapport qualité-prix. Un peu dans l'urgence pour concurrencer l'iPhone. Voilà, exactement. Alors, dernière chose, avec ce S21, il y a tout un écosystème qui est sorti chez Samsung, notamment un tag. Alors, c'est rigolo parce qu'on l'attend chez Apple et il sort chez Samsung, ce fameux petit tag, vous savez, qui vous permet de retrouver des objets perdus. Alors, bien sûr, il faut accrocher le tag à l'objet en question, mais sur les clés, sur un sac à dos. Oui, c'est le concurrent de taille, en fait. Voilà, bien sûr. Mais il y a des nouveaux Airbuzz aussi, bon, comme d'habitude. Voilà, c'est-à-dire que Samsung en profite pour mettre à jour tout son écosystème. Exactement, les écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds, qui sont, alors la version live qui était sortie cet été avec les notes, était vraiment, vraiment réussie. Alors, il y a la forme qu'on peut aimer ou pas, en forme un peu de haricot, mais moi, je trouve que c'est très sympa. Et d'ailleurs, ils sont bons, l'annulation de bruit est très, très bonne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur les écouteurs, c'est le seul domaine où Apple, avec les AirPods, reste plus cher, arrive à convaincre de dépenser plus cher. Sur les smartphones, sur les montres connectées, ils sont plus tellement plus chers. Là-dessus, Samsung arrive à être encore un peu moins cher qu'Apple. On en reparlera, bien sûr. L'actu de la semaine aussi, c'est le CES. Le CES édition 2021. Raphaël, alors toi et moi connaissons ce rendez-vous qui se déroule habituellement à Las Vegas. C'est vrai que cette année, nous restons à Paris. Évidemment, la raison, on la connaît, c'est cette pandémie, mais malgré tout, les organisateurs du CES ont voulu garder une version digitale. Tout se fait sur son ordinateur avec des vidéos, des présentations et une interface en fait sur le PC. C'est une façon de se réinventer aussi pour les salons. Et d'exister peut-être aussi. Et puis, s'il y a un salon qui peut prétendre être performant en numérique, c'est quand même le CES. C'est clair. C'est clair. Donc c'est pour ça que... Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a l'essentiel, les présentations des télés, les vidéos. D'ailleurs, moi je trouve que d'une façon générale, cette pandémie a permis aux fabricants d'innover en matière de communication. Moi je pense notamment
Alors, il y a les vidéos Samsung. Moi, je me rappelle, au printemps, quand on avait Huawei qui avait présenté ses nouveaux smartphones, ils ont répliqué une conférence de ce qui devait être au Mobile World Congress, mais devant une salle vide, ça faisait bizarre. Bon, on sentait que c'était fait dans l'urgence. Et pour le coup, c'était vraiment fait dans l'urgence. Mais on voit qu'une fois que les fabricants ont le temps de bosser un petit peu ça, on voit les vidéos d'Apple, c'est des courts-métrages. C'est des courts-métrages de cinéma. Les vidéos, c'est des productions. C'est des productions. Je pense que ça coûte plus cher qu'un épisode de série française, sincèrement. C'est largement plus cher. Pour les séries françaises, ouais, à mon avis, franchement, la présentation des iPhones, je pense que c'est un budget d'une saison de 10%. C'est vrai. Donc, non, mais et Apple, je trouve qu'ils ont mis la barre très haut. Parce qu'ils ont, ils sont nos limites. Mais je vois les autres aussi, ils font des choses assez incroyables. Et le CES, ça permet aussi d'activer, entre guillemets, un petit peu tous ces leviers numériques, même si, et tu sais bien, quand on est sur les salons, ce qui est sympa, c'est aussi de se balader bien et sûr, de se laisser surprendre. Partir à la découverte, partir à l'aventure, d'aller voir un petit équipementier chinois qui propose un truc rigolo. Ouais, et d'aller voir les sous-traitants aussi, c'est intéressant. Les startups, on apprend plein de choses, alors que sur le numérique, en général, c'est nous qui recherchons les produits, donc par définition, on peut moins se laisser surprendre. On verra bien l'année prochaine quelle tournure ça va prendre. Ouais. Alors, le CES, c'est beaucoup d'innovation. Malgré tout, les constructeurs, les fabricants d'électronique grand public ont tenu leur pari et leur engagement, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'annonces qui ont été faites lors de ce CES il y a les annonces et notamment sur la télé. Et voilà, de toute façon, le CES, c'est pas le smartphone. Alors là, il y a Samsung qui a dévoilé des smartphones. Mais en marge carrément. Mais en marge, rien à voir avec le CES. Mais oui, on a ce qu'on a tous les ans, c'est-à-dire maintenant, de toute façon, le CES, c'est le salon de la télé, le salon de la voiture. Quelque part. C'est ça. Et on a. Et puis le salon des startups aussi. Et le salon des startups. Ce qui est plus compliqué pour les startups d'émerger d'un point de vue numérique parce que il faut un effet waouh. Une vidéo, quand on voit la voiture, la Sony Vision S, bon, évidemment, ça va pas être produit, mais c'est sûr que c'est sympa à regarder. Oui. Et là, c'est rigolo. D'ailleurs, tu en parles. Sony qui a présenté toute une nouvelle gamme de télé, pas mal de choses en audio, mais aussi pour la deuxième année une voiture en fait, qui s'appelle la Vision S, qui est encore un concept car. Oui. Mais c'est étonnant. On se dit mais pourquoi Sony met le doigt dans cet engrenage de l'automobile en fait. Oui, alors on ne sait pas trop où ils vont aller. Sony va pas devenir constructeur automobile, c'est simplement pour montrer comment ils travaillent avec leurs partenaires, avec Qualcomm, avec tous les partenaires notamment pour les capteurs, parce que Sony dans la photo évidemment, dans les capteurs c'est essentiel. Donc c'est plus une démonstration, c'est plus un stand mobile de Sony plutôt qu'un vrai concept car qui a vocation éventuellement à devenir quelque chose. Et puis évidemment, comme tu le disais, les télés. Alors smartphone, il n'y a pas eu grand chose si ce n'est le smartphone enroulable de LG. Moi déjà le smartphone pliable ou pliant, j'ai du mal à avoir l'intérêt sur le moyen terme. Alors, un smartphone enroulable, mais tu sais quoi, mais c'est pareil, c'est pour montrer la techno. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que autant le pliant, j'ai jamais accroché, alors que Nicolas, notre camarade Nicolas, lui adore. Mais je trouve que l'enroulable, en tout cas, après il faudrait l'avoir en main, mais les vidéos qu'on voit, je trouve ça impressionnant parce que finalement, ça reste un smartphone. On va dire quand il est pas déroulé à peu près normal, il est sans doute un petit peu plus épais et un petit peu plus lourd, mais le fait qu'il puisse en fait se dérouler, avoir un grand écran qui peut avoir la taille d'un iPad mini, moi tu vois pour le travail, je me dis que ça pourrait être pas mal. Ce qui est intéressant, c'est ce fameux format un peu plus 4/3 qui est très important pour le travail. Quand on consulte des documents, ça c'est bien mieux. C'est vrai. Après, moi je me pose toujours la question pour le grand public. Alors oui, évidemment que il pourrait le sortir et le vendre à 1000 personnes dans le monde. Mais la question c'est ce que ça implique. Et pour moi c'est les mêmes problématiques que le Fold. On est dans une démarche en ce moment où on essaye, il y a l'indice de réparabilité, on essaie de faire des smartphones un peu plus simples à réparer, un peu moins coûteux à réparer. Bien sûr. Là, un smartphone comme ça, je veux dire, on le vend. Après, c'est le début de l'histoire. Peut-être que dans quelques années, on arrivera à industrialiser tout ça. Et moi, la question, c'est le service rendu. Et puis surtout le prix. Parce que là, LG n'a même pas annoncé le prix de ce à mon avis, ce serait 3 000 €, à mon avis, un smartphone comme ça. Mais voilà, c'est toujours la question ratio. Bien sûr. Service rendu versus complexification et prix évidemment, mais aussi même complexification pour l'utilisateur en termes de SAV. On parlera donc des annonces télé tout à l'heure avec Dimitri Charitis, Raphaël. Dimitri nous rejoindra, c'est notre expert dans ce domaine. Il a vraiment scruté toutes les annonces et on prendra le temps, une bonne vingtaine de minutes, pour vous présenter toutes les innovations en matière de télé, marque par marque. On revient un petit peu maintenant à l'actualité un peu chaude, c'est WhatsApp. Évidemment, la messagerie que
que nous sommes très très nombreux à utiliser. WhatsApp qui véritablement est face à une espèce de tornade, hein, de crise de défiance. Crise de défiance. Les gens n'ont plus confiance en WhatsApp, tout simplement. Et tu vas nous l'expliquer parce que WhatsApp a mis à jour en fait ses conditions d'utilisation. Oui, c'est une mise à jour. Alors on a tous reçu une notification. En fait, à partir du 8 février 2021, alors c'est écrit un tout petit, et on est obligé de l'accepter, on devra obligatoirement accepter que les données WhatsApp soient partagées avec Facebook, une partie des données WhatsApp, et notamment, et c'est là où c'est intéressant, les données de transactions. Et en fait, le but de WhatsApp, il explique très bien, c'est de dire, nous, on veut miser sur WhatsApp en tant que support de conversation pour les entreprises. En gros, de support, de service de relations clients. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra avoir sur WhatsApp des messages publicitaires d'entreprises qui s'afficheraient comme un SMS, en fait ? Alors, pas des publicités, notamment pas de publicité ciblée. Si WhatsApp, justement, ils ont essayé un peu de déminer le terrain en disant « mais on va pas du tout espionner vos conversations privées », mais c'était pas le sujet, mais voilà, ils essaient de lancer des contre-feux, de dire « on va pas envoyer de la publicité ciblée ». C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question. Après, il y a eu beaucoup de fake news concernant WhatsApp. Hein. Il y a plein de gens qui ont le problème, dramatisé tout ça. Mais sincèrement, moi je trouve que c'est 100% de la faute de Facebook parce qu'ils ont ils ont mal communiqué. Ils n'ont pas du tout communiqué. Comme d'habitude, ils ont balancé une information totalement opaque, imbitable. Moi, franchement, j'ai mis 6-7 heures avant. J'ai dû faire des échanges avec Facebook pour dire, mais attendez, qu'est-ce qui change ? Expliquez-moi, parce que j'avais pas envie de raconter des bêtises et d'écrire des bêtises. Et même chez Facebook, c'était pas évident. Ils n'étaient pas sûrs d'eux. Non. Même les équipes en France. Attendez, je vais appeler mon avocat. Non, mais c'est pour ça. Donc en fait, Facebook, à force de communiquer et de balancer des choses discrètement avec une notification, on comprend absolument rien du tout de ce qui va se passer. Et ben, j'ai envie de dire, bah oui, et qui s'étonne pas après qu'il y ait pas des théories complotistes, mais enfin simplement des gens qui s'imaginent qu'ils se fassent des films sur ce que va faire Facebook. Déjà, parce que je pense que les gens n'ont plus confiance en Facebook. D'ailleurs, ils avaient toujours dit WhatsApp ce sera préservé. Ben non, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une crise de défiance vis-à-vis de Facebook. Après, cette évolution, finalement, elle n'est pas monumentale. C'est simplement, on n'aura pas de publicité ciblée pour le moment. Hein, ils ont bien dit, Facebook, ils voyaient avec le commissaire européen irlandais pour les données personnelles, s'ils peuvent, ils le feront. Pour le moment, ce ne sera pas le cas. Mais en fait, l'idée, c'est que Facebook utilise le réseau social Instagram, pour balancer de la publicité ciblée, comme ils le font. Qu'on a déjà. Qu'ensuite, on fasse les transactions dans l'écosystème Facebook, parce qu'il y a déjà des systèmes pour ça, notamment dans Instagram. Et qu'ensuite, ces marques puissent faire le lien avec WhatsApp, puisqu'ils auront notre numéro de téléphone et l'historique de ce qu'on a acheté, pour ensuite nous faire une sorte de SAV ou de relation client. Chaque marque. D'ailleurs, il y a la Fnac qui a déjà annoncé pour résumer, qu'ils utiliseraient WhatsApp. Hein. On peut imaginer, Raphaël, que j'achète quelque chose via Instagram, je le commande par correspondance en fait, et que je reçoive l'avis de notification de l'envoi sur WhatsApp. Exactement, le suivi par exemple. Ça peut être le suivi. Finalement, est-ce que c'est vraiment gênant ? Mais en fait, c'est ce que je voulais dire. Truc, c'est finalement... Non, mais c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai l'impression que Facebook, ils payent pour l'ensemble de leur œuvre. Mais bien sûr. Voilà. Les gens en ont marre de se faire prendre. Et comme tu le disais, c'est une mauvaise communication. Oui, et puis ils prennent les gens pour des idiots. Mais voilà. Ils prennent littéralement les gens pour des idiots. Les gens en ont marre de se faire bananer par Facebook. S'ils avaient dit dès le début, voilà ce qu'on va faire très précisément. Voilà, on l'aurait écrit très précisément et les gens n'auraient pas eu d'interprétation. Là, comme ils font quelque chose de flou pour essayer de prendre les gens pour des idiots et de pas leur dire, ça leur retombe sur le nez. Alors, ça leur retombe sur le nez et il y a plein de gens, enfin en tout cas, on n'a pas de chiffres et je ne sais pas si on en aura d'ailleurs un jour, mais il y a plein de gens qui visiblement arrêterait WhatsApp, désinstallerait WhatsApp pour aller sur Signal, pour aller sur Telegram, etc. Alors, je ne sais pas si tu as des chiffres là-dessus. Alors, Signal a publié un tweet là, il y a quelques heures en montrant que le nombre de téléchargements, il me semble que c'est sur le Google Play Store, est passé de 10 millions à 50 millions. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a 40 on millions. Parle, et Telegram, c'est aussi de l'ordre de plusieurs millions, voire plus d'une dizaine ou 20 millions, il me semble, de nouveaux utilisateurs sur Telegram. Donc, c'est absolument énorme. Après, c'est pas parce que les gens ont téléchargé Telegram ou Signal qu'ils vont arrêter d'utiliser WhatsApp. Donc, c'est pas forcément des utilisateurs perdus pour Facebook, d'autant plus je pense qu'il y a plein de gens qui vont utiliser Signal, et puis après, ils auront du mal à convaincre leurs copains, leur famille de les suivre, et puis finalement, ils reviendront sur WhatsApp. Donc, je pense que c'est un coup dur pour l'image de Facebook, un nouveau coup dur. De toute façon, ils en ont toutes les 2 semaines, des coups durs là-dessus. Mais
est-ce que ça, c'est le début d'un vrai mouvement de fond ? Peut-être, c'est pas impossible, mais c'est pas du tout une certitude parce que Facebook a une emprise telle sur WhatsApp, par le biais de WhatsApp, que c'est encore compliqué. Ils ont quand même 2 milliards d'utilisateurs, enfin plus de 2 milliards maintenant, donc ils sont pas, on va pas se mentir, hein, ils sont pas en danger de mort. Dans quelques jours, Trump s'en va. On ne va pas commenter cette information qui est factuelle, mais en tout cas, c'est comme ça. Et les GAFA s'élèvent contre Trump, là, à quelques jours de son départ. Oui, alors même ce qu'on ne peut pas dire les GAFAT, parce qu'il y a Twitter maintenant, on parle des GAFA. Aussi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parle des GAFA, mais en parlant de Twitter aussi. Alors non, on parle aussi des GAFA parce qu'il y a Amazon, parce qu'il y a Facebook. Amazon qui a coupé, alors eux, ils ont carrément sorti, c'est la bombe nucléaire, puisqu'ils ont débranché les serveurs, notamment de Parler, et puis de tous les sites. On rappelle ce qu'est Parler, hein, c'est un réseau social. C'est un réseau social particulier. C'est-à-dire c'est un réseau social sans qui assume le fait d'être sans modération. Voilà. Alors là, ils ont qui accueille toutes les communautés, parfois extrémistes. Hein. Pas que ça, alors, mais oui. Alors je me suis inscrit sur Parler avant que ça disparaisse. J'ai téléchargé l'appli avant qu'elle soit supprimée par Apple et Google. Donc on peut plus la télécharger aujourd'hui. Elle n'est plus disponible. On peut plus la télécharger. On peut y accéder par navigateur web. On peut trouver évidemment sur Android, on trouve l'APK. Bien sûr. Sans problème. Sur Apple, c'est plus compliqué. Et même sur iPhone, j'imagine que par le navigateur, on peut y aller. Oui, complètement. Alors, sauf qu'aujourd'hui, même sur le navigateur, en fait, il y a eu 2 étapes. D'abord, la suppression de l'application. Après, il restait le site Parler que tout le monde pouvait consulter. Mais là, le site n'existe plus parce que Amazon Web Services, l'hébergeur, a coupé carrément l'hébergement. Le cloud du Exactement. Donc là, Parler, ils ont déposé plainte d'ailleurs contre Amazon avant-hier. Mais le Parler, là, à l'heure où on parle, Parler n'existe plus. Et donc, ils vont sûrement trouver un autre hébergeur, même si ce ne sera pas difficile, enfin pas facile, pardon. Mais en fait, ils trouveront des hébergeurs, même peut-être pas américains. Mais finalement, je me dis que c'est une démonstration assez négative du côté monopolistique. On voit qu'aujourd'hui, Amazon, Facebook, Apple, Google, ils sont quand même visés par des procédures antitrust. Puis là, on voit qu'en fait, quand ils s'allient, alors on mettra Twitter à côté, mais les GAFA, s'ils s'allient, ils peuvent débrancher quasiment tout le monde sur toutes les strates. C'est-à-dire bannir les gens sur leur propre réseau, bannir les applications et carrément bannir. Et on se rend compte à quel point les GAFA ont toutes les couches du web sous leurs mains. Après, Raphaël, excuse-moi, je te coupe, mais si personne n'avait fait rien du tout et qu'on aurait laissé... Non, c'est pas une critique, c'est pas évidemment. De l'autre côté, on se serait retrouvé avec évidemment tous les réseaux sociaux qui seraient montés du doigt en disant vous laissez Trump s'exprimer. Mais de toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. C'est impossible. Moi, je critique. On peut critiquer, je pense par exemple Twitter, qui peut-être n'a pas fait suffisamment, et Facebook n'ont pas fait suffisamment en termes de modération. Trop tardivement. Et c'est leur faute. C'est leur faute. Ils ont été opaques sur la modération. Même Jack Dorsey a dit sur Twitter, là il y a quelques heures, finalement sur Twitter, notre modération était inconsistante et pas assez transparente. Ah bah oui. Donc, venant du fondateur de Twitter. Venant du fondateur de Twitter. Il dit c'est un échec. Espérons qu'ils en tirent les enseignements. Oui, mais c'est un échec. Le plus en fait, important. Le bannissement de Trump, moi, la conclusion que j'en tire, c'est à la fois avec Amazon sur l'hébergement et les réseaux sociaux, c'est qu'ils disent, en fait, on a monté un truc qui nous dépasse, on n'est pas capable de gérer, on débranche tout, désolé, on ne sait pas gérer. Bien sûr. Moi, c'est la sensation que j'ai, et c'est un aveu d'échec monumental à la hauteur, en fait, de la position monopolistique de ces boîtes. Et c'est dramatique, alors j'espère que ce sera pour un nouveau départ. Ça fait penser à un savant fou qui construit une machine et dont il perd le contrôle, exactement. C'est exactement sauf que dans le cas, la machine, elle leur rapporte des millions. Donc c'est d'autant plus dur de couper les ponts. Et je pense que ça va être le début d'autre chose. J'espère que ce sera le début d'autre chose. Alors, si on se projette un petit peu vers le futur, on va se retrouver devant une campagne de vaccination. Alors, c'est tout autre chose, mais c'est très important. Et vous allez voir que le numérique est véritablement au cœur de tout cela. On va se retrouver avec une campagne de vaccination qui va être importante. Et forcément, le numérique va passer par là, obligatoirement. Et ça pose débat en ce moment, Raphaël. Il y a plusieurs types de débats, mais... Le principal débat, c'est quelque part ce que n'ont pas su faire les pouvoirs publics. Il y a beaucoup de critiques sur l'utilisation, par exemple, de services comme Doctolib, où il y a Maya, où il y a Keldoc. En fait, c'est les 3 boîtes qui sont françaises qui ont été choisies pour gérer les prises de rendez-vous dans les 600 centres de vaccination en France. Comme ça avait été le cas d'ailleurs pour les tests PCR. Mais tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Bien sûr. Et puis parce que ça marche, et parce que c'est bien. Que ça marche. Et c'est vrai que, alors, je comprends qu'on puisse se dire pourquoi, sur le long terme, en réflexion générale, d'ailleurs c'était ce qu'a dit Mélenchon, et il n'a pas complètement tort, on peut avoir une réflexion sur pourquoi l'assurance maladie n'a pas été capable de faire ça. Après, bon,
comme souvent, le privé est un peu plus performant que le public, c'est un constat. Mais après, quand on critique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a quand même critiqué la lenteur dans la logistique et, avec l'histoire de Trump, les GAFA. Et là, on se retrouve avec le gouvernement qui est pragmatique, fait appel au privé et à des boîtes françaises. Il pouvait pas tellement faire, faire beaucoup mieux, si ce n'est la situation actuelle qui n'est pas idéale. Et surtout, c'est une situation d'urgence. T'as pas le temps là, de réfléchir, de créer des services, etc. De toute façon, alors moi j'ai échangé avec pas mal de personnes, notamment certaines personnes du gouvernement qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit en fait, on a pris les 3 parce que les gens qui travaillent sur ces plateformes sont déjà opérationnels et c'est très rapide. Ils sont très bons. Ils sont très bons, évidemment. Alors ils voulaient pas prendre que Doctolib ou même une seule boîte parce qu'il faut diversifier, mais ils m'ont dit aussi, de toute façon, on n'allait pas créer un Doctolib bis en une semaine. Ça, c'était totalement irréaliste. Et puis, il y a une raison aussi très simple, c'est qu'on ne peut pas demander à tous les gens, les secrétaires de ces centres de vaccination notamment, de se former en quelques jours à une nouvelle plateforme. On aurait ajouté un problème au problème. Donc, c'était juste pas possible. Ils ont fait un choix pragmatique. Alors, ils auraient pu choisir de développer une nouvelle plateforme et de dire on va faire le truc de l'État. Mais là, on aurait vacciné en 2022. Donc, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut être pragmatique. Et il se trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est le privé. Et puis rappelons qu'après, quand on sera vacciné, est-ce qu'il faut qu'on ait, par exemple, une preuve de son immunité ? C'est un autre débat, exactement. C'est un autre débat. Alors, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il nous reste quelques secondes, mais c'est vrai que c'est un sujet aussi très intéressant. Très rapidement, c'est ce qu'a choisi de faire Israël, bien sûr, où l'application de traçage numérique va permet d'aller au resto, par exemple. En fait, intègre un passeport vert, en disant vous êtes vacciné, vous pouvez aller au resto. Sûr. On sait que la France, c'est très compliqué là-dessus, mais clairement... Mais regarde, on dit que la France, c'est très compliqué. Il y a encore quelques semaines, les Français ne voulaient pas se faire vacciner. On voit que c'est en train de changer. Et peut-être qu'il va y avoir une acceptation aussi, peut-être, de ce type d'outils pour pouvoir ressortir, pour pouvoir reprendre une vie quasi normale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'appli Tous Anti-Covid va intégrer à la réouverture des restaurants, avant 2023 ou 2025, j'espère, des QR codes pour remplacer les carnets de rappel. Voilà. Donc, 2025, j'aimerais bien aller au resto un peu avant. Mais Tous Anti-Covid, ça, c'est leur gros projet en ce moment. Ils travaillent tous là-dessus. C'est le QR code pour remplacer le carnet de rappel. Alors, il y aura un carnet de rappel pour ceux qui n'ont pas de smartphone, mais déjà, Tous Anti-Covid a vocation à jouer un rôle plus large que simplement le traçage, et on voit que c'est comme ça que ça a marché, c'est avec l'attestation. En fait, Tous Anti-Covid, ça devient le couteau suisse numérique du gouvernement, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont à 12 millions d'utilisateurs. Merci beaucoup, Raphaël. Avec on se retrouve très vite dans De quoi je me mail. Raphaël, journaliste à BFM Tech. Alors, ce De quoi je me mail se poursuit à la fois sur BFM Business et sur 01 TV. On va revenir dans un instant et on va aller visiter ce CES virtuel, cette édition 2021 avec Dimitri Charitis, avec un focus sur les annonces télé, parce que c'est un peu comme ça chaque année, c'est une tradition maintenant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.